Bonjour et bienvenue à tous et merci d'être aussi nombreux parce que c'est bien, on a quand même un nombre d'auditeurs et de participants assez intéressant. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente, je suis Claude Sanson, le président de Afilog et je dois dire que je remplace aujourd'hui presque au pied levé notre directrice générale Diana Dizien qui est légèrement souffrante et que donc, je vais vous faire dire quelques mots d'introduction, sachant que je serai malheureusement obligé de vous quitter puisque j'ai une autre visio qui démarrait aussi à 10 heures normalement et que j'ai légèrement retardé. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler un peu des impacts logistiques de l'objectif zéro artificialisation nette des sols, qui est quand même un sujet qui est très important. Sachant que chez Afilog, nous avons déjà organisé depuis un peu plus d'un an des réunions dans divers cadres sur cet objectif zéro artificialisation nette. Mais comme c'est vraiment un sujet qui est très en mouvement et qui est en plus d'actualité, il nous a semblé opportun avec Patricia d'organiser ce webinaire, sachant que nous avons au sein d'Afilog les copilotes de cette commission qui s'occupe de ces sujets, et Patricia, qui est pilote de la commission logistique durable de chez Afilog, de refaire un petit peu un point d'étape sur le sujet, savoir où on en est et quelles sont nos positions. L'événement récent qui a remis tout ce sujet à l'ordre du jour et de manière un peu forte, c'est toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, et qui a pris ce sujet vraiment comme un sujet important. Alors, si le calendrier qu'on a, qui était issu normalement de cette convention citoyenne, a été légèrement desserré, puisque vous savez qu'au départ, on avait dit que tout ça devait se mettre en ordre de marche à partir de fin septembre, c'est reporté plutôt sur janvier 2021. Et sachant qu'en même temps, il y a encore beaucoup de points qui ne sont pas arbitraires, y compris d'ailleurs, je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'en parler, mais la définition même de l'artificialisation. Alors, on travaille bien évidemment et au sein d'Afilog et au sein d'Auray, et que nous avons des contacts avec les cabinets ministériels, avec les parlementaires et avec d'ailleurs des représentants de cette convention citoyenne pour essayer de mieux définir le cadre de ce qu'est ce zéro artificialisation nette des sols. Alors, bien évidemment, et ça je pense que c'est quelque chose qui doit être entendu, alors par vous qui êtes des professionnels, mais aussi par les politiques, aussi par les membres de la Convention citoyenne, nous sommes au sein de la logistique pour la sobriété foncière. Mais cette sobriété foncière, il faut que nous l'articulions autour des réalités économiques. C'est une demande sociétale qui doit s'articuler autour des réalités économiques. Alors, on ne souhaite pas du tout, bien évidemment, aller à l'encontre de la frugalité foncière, bien au contraire. Et nous avons d'ailleurs intégré cet objectif de politique publique déjà présent dans des lois précédentes, la loi RSU, à Grenelle 1, Grenelle 2, dans notre pratique quotidienne. Nous essayons dans la mesure du possible de construire en hauteur, de densifier davantage les sites, de reconvertir des friches, mais tout ça, ce n'est pas toujours facile, d'autant que la réglementation ne nous y aide pas vraiment et que les arbitrages qui sont faits sur l'usage des friches n'est pas toujours en faveur de la logistique. Et ça, Gilles et Estelle, qui vont intervenir tout à l'heure, vous feront part de nos propositions, car notre posture est claire. Il faut que nous soyons positifs quant à cette demande. On doit être positif vis-à-vis de cette demande forte, pertinente, qui est justifiée, mais il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment que nous cherchions aussi à l'articuler avec la réalité économique. Par exemple, on a beaucoup parlé à la suite de la Covid de la volonté de relocaliser des activités de production sur la France. Si on relocalise des activités de production sur la France, il va falloir forcément qu'elles soient accompagnées d'une logistique. Donc, à horizon 10 ans d'ailleurs,
on attend des besoins supplémentaires en termes de logistique qui sont à peu près équivalents à 10-20% du parc actuel. Donc, vous voyez, on a des perspectives de développement et il faut donc qu'on les travaille en fonction des éléments de la loi et de la volonté de ne pas désartificialiser. Je ne sais pas si ce mot existe. Ces développements ne pourront se faire, bien évidemment, on le sait, sur des ténements fonciers vierges, hein, et il va falloir donc qu'on trouve toutes les solutions pour une plus grande sobriété foncière. Et pour cela, nous attendons en même temps des décisions, et c'est sur quoi nous travaillons chez Afilog, des décisions de l'État fortes, parce que ces décisions, elles vont intervenir dans les mois qui viennent, et on voit bien que j'étais dans une conférence hier avec des députés où on parlait un petit peu d'un autre sujet, mais on est arrivé à ce même point. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas faire l'amalgame entre se battre contre le e-commerce et Amazon et se battre contre la construction des entrepôts. Vous voyez, il y a des choses qui doivent être prises en compte dans tout ce domaine qui sont importants. Donc, je pense que vous avez compris, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un point à date sur ce sujet, d'écouter le point de vue d'un acteur, et je crois que c'est lui qui va parler en premier tout à l'heure, Eiffage, hein, et d'échanger sur les argumentaires qui sont intéressants à développer dans les semaines à venir, parce qu'il faut vraiment que nous soyons proches des cabinets ministériels, des élus locaux sur ces sujets, parce que je pense toujours que si il y a des positions qui sont prises, on aura beaucoup de mal à faire revenir sur les décisions ou les paroles qui auront été prononcées. Il faut donc qu'on soit suffisamment proactif pour que les gens ne prononcent pas des paroles sur lesquelles après ils ont beaucoup de mal à revenir. Alors, pour animer ce webinaire, Patricia Savin, qui est la présidente d'Auray et qui est avocate au cabinet DS Avocats, et qui est donc, je l'ai dit tout à l'heure, la responsable qui anime la commission logistique durable de chez Afilog, va animer l'ensemble de cette réunion. Vous aurez donc Joachim Lemry, qui est chez FH, qui, je crois, va prendre la parole en premier pour dresser un peu un état des lieux. Et puis, nous aurons Estelle Hassen, qui est responsable environnement de chez Aconstruct, et Gilles Saubier, qui est chez Imostef, pour échanger sur ce qu'ils ont déjà fait, et puis les argumentaires. Et puis après, vous avez, je pense que Patricia va vous le dire, la possibilité, comme à chaque fois, par l'intermédiaire de la conversation sur Zoom, par les petits emails, d'échanger, de poser des questions et d'envoyer les argumentaires. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Je laisse la parole à Patricia, et je suis vraiment désolé de vous voir vous quitter dans les 3 minutes qui suivent. Merci Claude, merci beaucoup. Bonjour à tous, de nouveau, bienvenue à cette matinale Auray Afilog. Donc je me présente, Patricia Savin, présidente de Auray et avocate associée au sein du cabinet DS Avocats. En un mot, Auray, c'est un think tank dédié aux réflexions autour des enjeux de biodiversité, économie, RSE et économie circulaire. Nous existons depuis 1992 et nous sommes un réseau de 15 salariés. Tout de suite, le zéro artificialisation net. Je voudrais faire quelques rappels complémentaires au regard de ce que vient d'évoquer Claude. Il y a un cadre qui a été fixé dans le plan biodiversité de 2018, dans un rapport France Stratégie de 2019 qui fixe un objectif de zéro artificialisation nette, une instruction adressée à tous les préfets par le gouvernement en disant qu'il appartient aux préfets de s'inscrire dans cette trajectoire, le Conseil de défense écologique qui le rappelle également. Donc on voit bien qu'il y a un resserrement autour de cet enjeu de zéro artificialisation nette. Pourquoi? Bien dans une approche globale et macro, parce qu'il y a depuis à minima 1992 une prise de conscience au terme de laquelle il y a une érosion de la biodiversité. 1992, sommet de la Terre à Rio, avec l'adoption de la Convention sur la diversité biologique. Nous sommes l'année de la biodiversité, devait se tenir le congrès mondial de l'Union internationale de la conservation de la nature. Les événements Covid ont fait que ce congrès est reporté à janvier 2021.
mais ce sera quand même un point important, 6e extinction des espèces, donc que ce soit au niveau international, européen ou national, il y a cet enjeu de préservation de la biodiversité qui passe aussi par la protection de l'artificialisation des sols et par la lutte contre cette artificialisation des sols. J'avais commis un article dans la revue Droit de l'environnement intitulé « Aménager sans dénaturer, préserver sans scléroser ». Je crois que ça résume bien tout l'enjeu, c'est qu'à la fois il faut préserver les sols, préserver la biodiversité, mais il faut, et Claude le disait, permettre au tissu économique de continuer à exister, donc aménager, construire. Et en ce sens, les plateformes logistiques sont des acteurs importants. Pour en parler, pour planter le décor, je vais laisser la parole à Joachim Lemry, directeur adjoint au développement durable de Eiffage, et d'ailleurs le RNA, qui est coprésidé par Nicolas Gravit, le président de Eiffage Aménagement, avait organisé vendredi dernier sa journée au sujet de l'artificialisation des sols et au zéro artificialisation nette. Donc on voit bien qu'on est totalement dans l'actualité. Joachim, je te passe la parole pour, on avait dit 15 minutes, 10-15 minutes. Quel est ton point de vue sur l'enjeu du zéro artificialisation nette pour l'acte d'aménager et l'acte de construire? Merci Joachim. Merci Patricia, merci à tous, bonjour à tous d'être là. Donc je suis Joachim Lemry, directeur adjoint du développement durable du groupe Eiffage. Eiffage, c'est le 3e groupe de BTP en France. Et on est surtout connu pour être à la fois constructeur, aménageur, et puis aussi au titre des grandes infrastructures de transport, en particulier les autoroutes, ce qui nous distingue un peu parce qu'effectivement, les aménagements de type infrastructurel ou les aménagements urbains sont pas tout à fait pareils. Par contre, ils concourent de la même manière, si je puis dire, ils concourent à l'artificialisation, et ça, c'est assez intéressant et notable. J'ai plusieurs choses à vous dire. D'une part, on est tous dans le même bain, on partage exactement tous les mêmes difficultés à appréhender ce sujet de l'artificialisation. Mais moi, je l'appréhende au sein du groupe Eiffage. Je crois qu'on essaie de l'appréhender effectivement avec positivisme, comme c'était rappelé au tout début, parce que les enjeux de conservation de la nature en particulier sont tellement élevés que ça serait vraiment contre-productif et à rebours des attentes sociétales de ne pas se pencher sur le sujet. De plus, je trouve que l'artificialisation, ce qui est intéressant, c'est que ça pose le vrai sujet de la soutenabilité de nos sociétés et de nos territoires, en fait. Et donc, oui, il ne s'agit pas de scléroser, notamment notre tissu socio-économique, de tout stopper, bien sûr, et en même temps, il s'agit d'arrêter également une érosion de la biodiversité, d'arrêter de détruire et de détruire. Et donc, c'est intéressant parce que ça pose les termes de l'évolution de nos sociétés vers une voie soutenable. On est en plein dans le sujet du développement durable. C'est ça que j'apprécie beaucoup et c'est ça qui est intéressant dans nos métiers, c'est qu'on touche vraiment là du doigt des choses fondamentales. Voilà. Alors, moi, j'avais plusieurs choses, trois points à développer particulièrement et puis des pistes d'ouverture. En premier point, j'aimerais vous signaler qu'en tant que constructeur, aménageur, gestionnaire d'infrastructures, on est dans une voie de progression sur l'intégration de ce sujet de l'artificialisation et on est dans une voie bien sûr de reconnaissance de notre contribution et de notre responsabilité vis-à-vis de ce phénomène d'artificialisation. Il ne s'agit pas du tout de le nier, ça serait vraiment une erreur de le nier. Donc il s'agit vraiment de l'accepter, de voir qu'on a une réelle contribution et parce qu'on a une contribution, évidemment, derrière des opportunités, des leviers pour ménager tout cela. Et du coup, on apprend en marchant, on n'est pas plus avancé que d'autres, on est comme notre profession, à peu près au même stade, et on se pose ces questions-là, et en premier lieu, on a clairement, dans le cadre de notre plan d'action biodiversité renouvelé en 2020, on a un plan d'action biodiversité qui existe depuis maintenant 10 ans, qui a toujours été miroir des stratégies nationales sur le sujet, dans le cadre des dispositifs ouverts aux acteurs économiques et sociétés civiles. Ça a été la stratégie nationale biodive pendant 8-9 ans.
l'environnement. Et aujourd'hui, c'est le dispositif Entreprises engagées pour la nature, sous tutelle de l'OFB, Office français de la biodiversité. Et dans le cadre de ce plan, on a très clairement, et c'est la première fois, une action forte de travail sur l'artificialisation des sols, avec comme premier objectif de se doter d'une stratégie de sobriété foncière pour l'ensemble de nos activités. Bien sûr, derrière, c'est un peu plus compliqué parce que on n'est pas tous, toutes nos activités ne sont pas au même niveau de responsabilité vis-à-vis de ce phénomène. On a des maîtrises d'ouvrage internes quand on est aménageur urbain ou quand on est gestionnaire d'infrastructures linéaires en concession, par exemple les concessions d'autoroutes ou ferroviaires. Et là, du coup, on a toutes les cartes en main pour jouer sur pour travailler sur ce sujet. Évidemment, quand on est constructeur, c'est-à-dire qu'on réalise des chantiers pour le compte de quelqu'un, et c'est quand même, il faut le rappeler, l'essentiel de notre chiffre d'affaires. Évidemment, on construit pour un client qui nous demande de construire là où il a designé son bâtiment, son équipement, son infrastructure. Et donc, on n'a pas en soi à assumer le rôle de l'artificialisation lorsqu'on est juste constructeur. Par contre, on peut aider à réduire, bien sûr, l'empreinte environnementale et particulièrement écologique, mais c'est très important, c'est-à-dire que nos filiales, nos activités ne sont pas toutes au même niveau de responsabilité et on se doit d'appréhender le sujet avec ces différentes composantes chez nous. Ça, c'est important à dire. J'aimerais aussi le lier à quelque chose peut-être dont on ne parle pas encore beaucoup, qui est la future taxonomie verte européenne, qui sera une classification des activités dans les entreprises qui contribuent de manière importante au chiffre d'affaires, et cette classification en fonction de 6 grands enjeux d'environnement et de développement durable, qui recoupe pour certains d'entre eux, évidemment, le phénomène d'artificialisation, de pression sur les ressources, d'érosion de la biodiversité, de pollution, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que faire ce travail en amont avant d'aller après vers la taxonomie verte européenne, ça nous permettra effectivement de mieux nous connaître, de mieux connaître nos périmètres de responsabilité, le poids en termes d'activité le poids en termes d'activité que posent les plus artificialisantes. Et ça, c'est intéressant vis-à-vis notamment de la communauté des investisseurs, la communauté financière, qui verdit, vous le savez tous, de plus en plus les portefeuilles, les actes d'investissement. Et ça sera un outil de plus qui permettra aux investisseurs, aux bailleurs de choisir leurs orientations d'investissement. Donc, on est pleinement conscient de ça et c'est dans ce cadre que cette action est importante également. Et puis, dernière chose sur notre reconnaissance de contribution et de responsabilité, c'est l'idée de se doter d'indicateurs internes, notamment dans le cadre du reporting extra-financier. On est une entreprise cotée en bourse, donc soumis à la réglementation qui consiste à faire état publiquement de nos indicateurs extra-financiers. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas considérer qu'on avait des indicateurs qui permettaient d'appréhender justement notre empreinte écologique, tant nos activités sont variées, diverses, et tant notre niveau de responsabilité n'est pas le même. Et donc, on ne peut pas endosser un certain nombre d'impacts qui ne sont pas de notre fait. On est juste la main qui les réalisons, mais ce ne sont pas nos impacts. On le fait pour le compte de clients. Quand parfois, au contraire, je l'ai dit tout à l'heure, on le fait parce qu'on l'a décidé. Aujourd'hui, donc, on est en voie de réflexion avancée, poussée, pour intégrer ces indicateurs d'empreinte écologique au sens large dans notre reporting extra-financier et en particulier des indicateurs qui relèvent de la mesure de l'artificialisation. Alors, c'est pas forcément simple. On s'aperçoit aussi que, du coup, ça interroge beaucoup sur mais de quoi parle-t-on réellement? Et donc, on retombe sur la notion de définition qui est à géométrie variable. On en est bien conscient. Bref, on est sur ça. Je vous ai dit tout à l'heure, on apprend en marchant, donc j'ai pas forcément de réponse, de choses figées. On avance, mais on est positif, ouvert sur cette intégration parce qu'encore une fois, c'est vraiment grandeur réelle des réflexions relatives à la soutenabilité même de notre modèle et de nos activités. Deuxième gros point, c'est, je vais un petit peu parler rapidement des leviers des solutions. Bon, vous les connaissez aussi en tant qu'acteurs de la logistique, c'est à peu près les mêmes. Nous, on peut vous proposer ces solutions. Vous pouvez les mettre dans vos programmes fonctionnels de vos aménagements logistiques. Alors, on peut s'intéresser d'abord à l'aménagement urbain. On peut faire quelque chose qui
qui se centrera, qui se focusera sur l'échelle bâtimentaire, mais plus largement à l'échelle de l'urbanisme, de l'aménagement. Nous avons, et merci Patricia de l'avoir rappelé, une filiale Eiffage Aménagement qui réalise de l'aménagement urbain depuis plus de 30 ans. Et ce qui est intéressant dans l'aménagement urbain, c'est que même si parfois ça artificialise, parfois pas, je l'expliquerai, ce qui est intéressant dans l'aménagement urbain, c'est que ça concentre, ça rationalise le phénomène d'urbanisation. Et ça évite beaucoup l'étalement urbain dispersé par petites opérations, le tout sans aucune coordination, sans aucune cohérence et de manière très lâche, que ce soit du pavillonnaire ou du tout petit collectif, mais très indépendant. Ce qui est intéressant dans l'acte d'aménagement, c'est que ce sont des morceaux de ville qui s'installent, c'est rationalisé, c'est souvent avec des objectifs bien sûr de mixité, des fonctions, de CSP, et puis également c'est beaucoup plus dense en général, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de travailler la densité. Donc l'aménagement urbain, tel qu'en tout cas il est pensé chez Eiffage, est une première réponse. Alors bien sûr, après, de quel aménagement parle-t-on ? Chez Eiffage, il y a une pratique de l'aménagement urbain qui consiste à aménager essentiellement sur des anciennes dents creuses, friches urbaines. Alors, pas tous, mais l'essentiel des aménagements urbains se place déjà au sein des tissus urbanisés et finalement recycle, renouvelle l'urbain. Donc ça, c'est le savoir-faire clé d'Eiffage. Ça n'empêche qu'on a quelques activités ou opérations qui se font un peu en périphérie, on serait presque sur de l'extension urbaine pour certaines, et que là, ça interroge, et je vous prie de croire que nous avons des passes d'armes et des débats assez polémiques avec les directeurs de programme sur ces sujets-là, et c'est normal, et on les invite évidemment à travailler après sur les évitements, les réductions, pour diminuer les artificialisations sur ces opérations lorsqu'elles sont en extension. Mais l'aménagement urbain, ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant comme premier élément de réponse à la lutte, sur la lutte contre l'étalement urbain. Ensuite, quand on s'interroge à l'échelle d'une parcelle, des îlots, bien sûr, on va travailler sur des choses beaucoup plus densifiées. Alors, je sais bien qu'il y a un rejet plus ou moins un petit peu dans les mythes collectifs de la densité, donc je ne m'attarderai pas trop sur le débat autour de la densité. D'abord, la densité revêt de nombreuses définitions, donc de quoi parle-t-on ? La densité de logement au mètre carré, à la parcelle, la densité d'habitants, tout ça n'est pas la même chose, la densité réelle, la densité calculée. Bien sûr, tout ça est très différent. On sait quand même que des endroits très denses historiquement, y compris dans Paris ou bien dans des grandes agglomérations régionales, sont très bien vécus, quand d'autres densités moins denses, plus lâches, sont moins bien vécues. C'est aussi un fait géographique, c'est intéressant de l'avoir en tête. En tout cas, à l'échelle des parcelles, on densifie, on propose des choses plus denses, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a ce potentiel de proposer des choses désirables tout en travaillant la densité. Et puis à l'échelle des bâtiments, bien sûr, à travers les rénovations, les réhabilitations, qui est un de nos savoir-faire en tant qu'entreprise générale du bâtiment, c'est l'industrialisation d'un certain nombre de savoir-faire, de procédés constructifs qui permettent d'intervenir plus vite sur site et d'avoir des choses plus rapides à mettre en œuvre et moins chères, ou en tout cas plus rapides à mettre en œuvre. Et plus pratique à mettre en œuvre, notamment dans le cadre de la surélévation des bâtiments. Donc, on a des solutions à ossature bois, à ossature en métal, des solutions avec des containers qu'on recycle et qui sont absolument performants sur le plan thermique, énergétique, et c'est très intéressant. On a toutes ces solutions et elles sont industrialisées. Donc, c'est un savoir-faire intéressant et qui est une vraie voie, on va dire, de progrès compris commercial chez nous, quelque chose sur lequel notre stratégie de sobriété foncière va vraiment s'appuyer. Et puis enfin, je l'évoque juste parce qu'on est par ailleurs des aménageurs, pas seulement dans le monde urbain, tous les travaux sur la désartificiation, la désimperméabilisation d'un certain nombre de sites, parfois associés bien évidemment à de la dépollution de sol, et derrière la renaturation de sites. Donc, c'est des grands métiers condamnatoires des sites. Donc, on va de la dépollution à la désimperméabilisation et renaturation avec le génie écologique. C'est des savoir-faire qu'on a, qu'on peut proposer beaucoup plus et peut-être de manière systématique dès lors qu'on a des opérations où on artificialise, où on imperméabilise parce qu'il faut parfois construire et donc on construit du logement et ça imperméabilise. Eh bien, en parallèle, on pourrait systématiser ce genre de savoir-faire qu'on maîtrise par ailleurs et qu'on sous-traite ou qu'on travaille avec des acteurs compétents, bien évidemment. Dernier point,
juste rappeler peut-être plus une ouverture au monde de la logistique, c'est d'élargir le cadre de la réflexion, penser out of the box, comme on dit. Chez Eiffage, entre 2007 et 2015, on a eu un laboratoire interne sur l'aménagement urbain durable qui s'appelait Phosphore et qui nous a permis d'esquisser des solutions qui aujourd'hui sont toutes sur la table, alors qu'il y a encore 10 ans, bon, bah, on nous regardait un peu dans l'interne comme, comme des doux rêveurs, quoi. La construction tout bois, ne serait-ce que ça. Il y a 10 ans, on n'en parlait quasi pas. C'était de l'exceptionnel. Aujourd'hui, ça devient le sujet sur lequel tout le monde se bat. Tout le monde veut avoir son flagship, son étendard, sa réalisation maîtresse, son masterpiece pour tout simplement montrer que ça existe et qu'on sait faire. Je vous parle aussi, par exemple, de la modularité des logements. C'est des choses qu'on a imaginées il y a une dizaine d'années et aujourd'hui, c'est toujours très dur à proposer dans le cadre de la promotion immobilière, mais on le propose d'ores et déjà. C'était juste pour vous dire qu'il faut savoir créer au sein ou de manière collective à travers peut-être Afilog ou d'autres lieux de rencontre, d'autres cercles de progrès, comme j'aime à dire, de penser un petit peu comme ça, de faire sa liste de courses. On est bientôt à l'approche de Noël, on peut commencer la liste au Père Noël, de s'évader, de proposer des choses out of the box, c'est capital parce que ce que vous allez imaginer aujourd'hui, ça peut marcher dans 10 ans. Je vous assure que nous, on l'a testé, on n'est pas les seuls. Je sais que le programme Phosphore d'Eiffage a souvent fait des émules et ça, c'est assez caractéristique. Je vous donne 2 exemples. On avait par exemple imaginé en 2012-2013 de déconstruire des voiries. C'était dans notre cas d'école, c'était Grenoble. C'est notre Phosphore 4, 4e session. Et on avait déconstruit des voiries majeures et on avait tout un film en 3D où on montrait comment on déconstruisait au fur et à mesure. On renaturait le sol et on proposait des solutions différentes de mobilité où on mettait vraiment la voiture presque sur le côté. On avait toutes les solutions multimodales classiques et puis des solutions aériennes avec du câble aérien qu'on aime beaucoup chez Eiffage. Voilà, ça c'était intéressant. Aujourd'hui, on parle de désartificialiser et on parle de désartificialiser des voiries, pas seulement, ça s'intéresse aussi au sujet de voirie. C'est ça que je voulais dire. On n'est plus obligé toujours de tartiner de la voirie partout, sur les 4 côtés en urbanisme. Et puis, on pensait aussi des nouvelles centralités urbaines pour reproposer des polarités au sein des villes. Ça, c'est vraiment de l'urbanisme pur, mais je pense que la logistique peut être très intéressée et ça me permet de faire une petite avancée sur le sujet de la logistique. J'y connais pas forcément grand-chose, mais je suis toujours un peu surpris que la logistique est toujours très à l'écart des villes et pas assez dans les villes, même si j'ai bien conscience qu'il y a aussi de la logistique dans les villes. Mais je crois qu'on peut faire plus de logistique urbaine. Vous savez tous et connaissez tous le cas de l'hôtel logistique de la Chapelle Paris 18e, qui est quand même un centre de logistique multimodale formidable, je trouve. Bien sûr, c'est un cas d'école. Bien sûr, c'est une opération exemplaire, presque démonstrateur. Mais je trouve qu'on peut repenser à travers ces logiques d'artificialisation et de lutte contre l'artificialisation un recentrage de la logistique. Les entrepôts de la logistique pour le e-commerce, que ce soit les majors, les très grands ou d'autres, n'ont pas vocation à toujours être à 100 km des grandes agglomérations ou à 25 km des grandes agglomérations. Peut-être qu'on peut trouver mieux. Bon, ça, c'est comme ça, hein, je phosphore, je n'ai pas les réponses. Et pour terminer, 2 points en ouverture. Je trouve que souvent étaler, créer de toutes pièces en grignotant de la nature ou des espaces naturels pour, par exemple, implanter un entrepôt logistique ou autre chose, une activité, ça semble plus facile et moins coûteux que travailler en pleine ville à recycler de l'urbain, une ancienne friche, parce qu'il faut dépolluer, c'est très compliqué en logique foncière, etc., etc. Je trouve que c'est dommage et que c'est pas vrai, en fait. Parce que souvent, on néglige de réinvestir, on oublie d'intégrer dans le coût global toutes les externalités qui vont avoir lieu autour d'une opération un peu en extension, les voiries, les nombreuses voiries qui doivent nécessairement se créer, les réseaux et qui sont à la charge de la collectivité le plus souvent. Certes pas à la charge de l'aménageur, souvent à la charge de la collectivité. Et ça, c'est quand même des choses sur lesquelles il faut remettre à plat les modèles économiques en réintégrant les analyses globales. Je pense que ça fera progresser notre tropisme favorable à réinvestir un peu les villes. Et puis, dernier point, le plan de relance a été annoncé. Dans le plan de relance, il y a évidemment un fonds sur les friches. On ne sait pas trop comment tout ça va se passer, comment on va pouvoir le mobiliser. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement rare d'avoir cette manne financière colossale
avec un accès à l'argent extrêmement aisé, garanti par l'État, et c'est formidable. Profitons-en pour massivement investir, y compris dans la désartificialisation, dans la renaturation ou dans des opérations qui ont des vraies qualités environnementales et écologiques. Ça coûte plus cher peut-être, mais c'est pas grave, il y a de l'argent pour une fois. Et ça, c'est formidable. Je voulais terminer par ça parce que nous, en tout cas pour nous, ça va être une voie de… on va se saisir de cela. Voilà, je vous laisse la parole. Désolé d'avoir été un peu long. Non, très bien. Merci, Joachim. C'était très Je vous en prie. intéressant. Un point de transition, tu l'as abordé. On reviendra peut-être sur la taxonomie. Alors, il y a des questions qui arrivent donc par le chat, sinon c'est trop compliqué. Vous êtes 45 participants. Levez les petites mains, ça ne marche pas. Je prends tout de suite la question pour Eiffage. Vous parlez d'un savoir-faire en matière de renaturation, mais développez-vous des modèles économiques rentables pour renaturer du foncier urbanisé au sein, stop, on arrête, au sein d'une opération globale. Joachim, une réponse courte et après on pourra… Le sujet, il est, oui, c'est toujours du sur-mesure. Et le modèle économique pour renaturer du foncier urbain, effectivement, ça peut sembler incompatible, mais il faut aussi changer les modèles. Et donc, il faut bousculer tout ça. Et donc, parfois, il faut des opérations volontaristes. C'est plutôt à la main des opérateurs publics, les EPA. Souvent sont beaucoup plus promoteurs et ont des modèles économiques qui sont moins productivistes et moins à cheval sur leur rentabilité court terme qu'éventuellement un aménageur privé. Mais je crois que ça inspire les aménageurs privés également, tels que nous, et qu'on peut changer. Après, c'est au cas par cas, selon les charges foncières, etc., selon l'investissement qu'il faut y mettre. Je crois que ça se réétudie, mais je n'aurai pas de réponse globale. Forcément, c'est du cas par cas. Merci, merci Joachim. Alors, il y a, avant de prendre d'autres questions, je vois Sylvain qui pose une question. Comment lancer des travaux sur la définition de l'artificialisation et renaturation? Merci Sylvain, c'est exactement ce que je voulais évoquer immédiatement, c'est qu'il n'y a pas de définition partagée de ce qu'est l'artificialisation, la renaturisation. Il y a autant de définitions que d'instances. Vous avez l'UICN qui a sa définition, vous avez l'OFB qui a sa définition. Donc, on avait essayé de lister ça chez Auré, pas loin d'une dizaine de définitions de ce qu'est l'artificialisation. Donc, c'est déjà un problème en soi, à tel point que le Conseil national de la biodiversité avait tenté de lancer des réflexions autour de cette définition. Je suis dans ce Conseil national de la biodiversité. On n'a pas vraiment réussi à poser une définition. Il y a un avis qui a été adopté. Et de fait, mais peut-être que Estelle et Gilles, vous l'aborderez, il y a eu des groupes de travail interministériels avec le ministère de l'écologie sous l'égide d'Emmanuel Vargon et le logement sous l'égide de Julien de Normandie qui ont réfléchi en vision transversale à définir ce qu'est l'artificialisation. Il y a eu pas loin en 2019 de 5-6 réunions. Tout cela est en cours, ce n'est pas du tout encore figé. Ça devra l'être à un moment donné parce qu'est également lancé un observatoire national de l'artificialisation. Donc si on lance un observatoire national de l'artificialisation et que l'on ne sait pas ce que l'on met derrière, ça ne va pas fonctionner. Et il y a d'ailleurs dans les propositions qui ont émergé de ces différentes réunions, une proposition de permettre aux communes d'avoir et de répertorier sur leur commune les zones dites artificialisées. Pas évident, ce n'est pas gagné, beaucoup d'opposition, parce que là encore, je rebondis sur la question de M. Pierre Pajot, qui paie. Les finances publiques ne sont pas illimitées. Donc, on est vraiment dans une trajectoire qui est partagée par tout le monde. Joachim l'a dit, bien sûr que l'enjeu, ce n'est pas de continuer l'étalement urbain, de continuer à artificialiser, à imperméabiliser, mais il faudrait déjà en amont qu'on se mette tous d'accord sur ce que l'on entend, parce que derrière, il ne faut pas tomber dans une approche un peu trop radicale, comme parfois on peut les voir ou les entendre. Estelle et Gilles, je vous passe la parole sur les différents travaux et différents groupes que vous avez suivis, groupes de travail que vous avez suivis au sein d'Afilog,
pour la place de la logistique dans ce débat du zéro artificialisation. À vous. Et peut-être, Joachim, je pense que je vais me couper pour que ce soit plus net pour tout le monde également. Oui, merci Patricia. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai plus de son. Oui. Alors bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Voilà, je suis Estelle Hassen, je suis responsable environnement pour la société Aconstruct, qui est contractant et maître d'œuvre en bâtiments industriels et logistiques. Et j'ai le plaisir de co-animer et de copiloter avec Gilles Saubier la commission artificialisation sobriété foncière chez Afilog et de participer aux différents GT. Je suis désolée, je suis un petit peu troublée parce que je n'ai pas de son. Je vais essayer de continuer comme ça. N'hésitez pas à me faire part, à me ça va très bien. A... On entend très très bien Estelle, il n'y a aucun souci. Bon, c'est parfait, merci. Est-ce que vous voyez à l'écran la présentation également? Oui, tout est parfait. Parfait, merci beaucoup. Alors, on voulait aborder différents points avec vous au sein d'Afilog, qui est une association qui est active depuis 2001 et qui regroupe les professionnels de la supply chain. On a souhaité suivre de très près ces travaux d'artificialisation qui nous touchent particulièrement, puisqu'on a un petit peu une image parfois dans la logistique de bétonneux qui souhaitent absolument tartiner des mètres carrés à travers la nature. Donc voilà, on s'est associé au GT. Alors, pour reprendre l'historique avant de venir au GT, il a été déjà abordé par Patricia et Gilles, mais c'est effectivement un sujet qui est ancien, puisque on a effectivement donc les lois SRU qui sont quand même déjà de 2000 et qui sont relatives à la solidarité et au renouvellement urbain. Les lois Grenelle par la suite et Allure également qui confèrent au SCOT et au PLU un rôle majeur dans la lutte contre l'étalement urbain. En 2018, lors du plan de biodiversité présenté par le gouvernement, a été fixé l'objectif d'atteinte des zéro artificialisation nette. On le retrouve également dans le discours de l'inauguration du Salon de l'agriculture pour la protection des espaces agricoles. Et puis, je dirais qu'en juillet 2019, ça commence à prendre de l'ampleur, ou en tout cas à en prendre encore plus et à se matérialiser par des décisions et la mise en place de groupes de travail. Donc, on a eu à la fois en juillet 2019 le Conseil de défense écologique, l'instruction au préfet qui a été citée tout à l'heure, donc qui est relative à l'engagement de l'État en faveur d'une gestion économe de l'espace, et puis le lancement de 2 GT, de 2 groupes de travail, l'un qui était relatif aux friches et l'autre qui était relatif à l'artificialisation, au zéro artificialisation nette, à savoir que ces 2 groupes fusionneront en janvier 2020. Afilog a pu rejoindre les groupes de travail au mois de novembre. Gilles reviendra tout à l'heure sur les difficultés méthodologiques qu'on a pu rencontrer, mais dans les premiers groupes de travail, les acteurs, on va dire, économiques étaient très sous-représentés et les débats étaient principalement autour de l'habitat et de l'infrastructure qui, de fait, sont responsables du plus grand pourcentage d'artificialisation en France. Il y a eu en février-mars une volonté de fixer des ateliers autour de 4 thèmes avec une participation des parlementaires pour animer les échanges. Malheureusement, la Covid s'en est mêlée et seul un des ateliers a pu se tenir. Il a eu lieu le 10 mars 2020 et il concernait le thème était encourager le recyclage urbain.
Durant le confinement, des échanges se sont poursuivis au niveau du ministère. Ça a été un petit peu plus difficile de poursuivre les échanges au niveau des parlementaires et des cabinets. De fait, à ce moment-là, ce n'était pas forcément la priorité pour le gouvernement. Il y a néanmoins eu, durant le confinement, une consultation des organisations professionnelles et des membres du GT sur une série de 15 fiches qui reprenaient les thèmes des ateliers. Arrive la rentrée, donc la fin du confinement, les choses se remettent un peu en route et les membres du GT sont à nouveau convoqués le 7 juillet, juste après le remaniement ministériel, pour ce qu'on pensait être un redémarrage des discussions. Il s'est en fait agi d'un bilan des groupes de travail avec une reprise en main des discussions par le ministère. Néanmoins, les parlementaires présents ont dit se tenir toujours à disposition pour en discuter et l'ont d'ailleurs fait. Lors de ce bilan, 2 objectifs sont annoncés. Le premier, c'est la diminution du rythme d'artificialisation par un facteur 2 très rapidement et l'atteinte du zéro artificialisation nette en 2050. Une feuille de route est ressortie en 10 mesures, dont une définition. On parlait tout à l'heure des difficultés de la définition. Il y a une définition qui a été présentée ce jour-là, je la reprendrai tout à l'heure. Et c'est une feuille de route qui se voulait issue de la synthèse des contributions apportées sur les 15 fiches et tenant compte des aspirations exprimées lors de la Convention citoyenne pour le climat. Voilà. Cette feuille de route a été transmise au gouvernement très rapidement après, puisqu'elle a été transmise lors du Conseil de défense écologique du 27 juillet 2020, soit 3 semaines plus tard. Tout ne faisait pas consensus, loin de là. Ça s'est passé assez rapidement. Alors, pour citer la définition, mais c'est encore une fois pas quelque chose de figé et de définitif, la définition qui a été proposée, c'est est considéré comme artificialisé un sol dont l'occupation ou l'usage affecte tout ou partie de sa fonctionnalité. Les sols en pleine terre ne sont pas considérés comme artificialisés à partir du moment où on peut faire de l'infiltration ou de la plantation. La suite de ce conseil de défense écologique et de ce bilan du GT tel que ça avait été annoncé se fait en 2 parties. Une partie législative qui passait par le projet de loi à la suite de la Convention citoyenne pour le climat et une partie fiscalité via le projet de loi des finances qui a été présenté il y a quelques jours. Pour le calendrier des mesures législatives, alors il a été question au départ d'une présentation du projet de loi de la Convention citoyenne pour le climat à la fin du mois d'octobre. C'est en fait reporté à début d'année prochaine, ce qui va permettre de poursuivre les échanges, on l'espère. Très récemment, c'est pour ça que ça n'est pas sur la fiche, mais je souhaitais l'aborder quand même. En début de semaine, une réunion a été organisée au ministère de la Transition par monsieur le directeur de cabinet de la ministre de la Transition pour faire le point sur une lettre de mission, dite lettre de mission entrepôt, mission qui a été confiée à France Stratégie, au CGEDD et à l'IGF et co-signée par cette ministre qu'on vous transmettra puisqu'il n'y a aucun souci pour sa diffusion. Au contraire, toute participation, réaction peut être intéressante. L'objectif affiché de cette mission, c'est de tuer ce qu'ils ont appelé la fake news, donc
Ils nous ont indiqué ne pas avoir de volonté de tuer le e-commerce ou d'empêcher l'installation d'entrepôts, mais par contre de vouloir un développement du e-commerce harmonieux, durable et responsable, en maximisant bien sûr les impacts positifs, mais en minimisant les impacts négatifs. Et de favoriser le e-commerce et donc l'installation en France le long des grands axes de communication. On s'aperçoit au fil des échanges que les chiffres ne font pas forcément consensus. Un exemple qui nous a frappé assez rapidement, c'est qu'on nous dit, voilà, l'artificialisation, la logistique aujourd'hui, c'est 1 million de mètres carrés par an. Et si c'est sur des espaces naturels, agricoles et forestiers, on a un phénomène de bétonisation. Ce chiffre est à moduler assez grandement, puisqu'en fait, l'artificialisation, la logistique est responsable de moins de 1% de l'artificialisation en France. Donc, on est très content du lancement de cette mission qui va nous permettre déjà de quitter un peu cette image de bétonneux. Ensuite, de quitter aussi l'amalgame e-commerce, entrepôt. Et puis, déjà, c'est quoi le e-commerce finalement? Pour la logistique, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas clair. De mettre en avant les efforts qui sont faits dans le monde de la logistique en termes de biodiversité, d'économie d'énergie, d'optimisation de la logistique pour en diminuer l'impact. Et puis, bon, surtout, l'objectif n'est pas non plus d'avoir tous les impacts négatifs en mettant les entrepôts à l'étranger et avec des livraisons en France, donc d'avoir le trafic, la pollution, la circulation et tous les impacts négatifs, mais pas les retombées positives, notamment fiscales et en termes d'emploi. Donc, c'est une mission qui va se faire en 2 phases. Jusque fin octobre, on va pouvoir échanger et faire les retours sur la lettre de mission. Il y a des benchmarks qui sont prévus au niveau européen et différents échanges avec les différents acteurs pour avoir une vision et un diagnostic complet. Et puis, d'ici fin d'année, la définition d'une série d'engagements réciproques, donc des professionnels de la logistique et du e-commerce, et de l'État pour pouvoir faire avancer le sujet de l'artificialisation et des entrepôts. En termes de propositions de la profession, alors on avait repris des propositions à différentes reprises auprès des différents cabinets, des différents acteurs. Le premier message, c'est qu'on n'est absolument pas opposé à la lutte contre l'artificialisation. Bien au contraire, ça semble aujourd'hui quelque chose d'indispensable, comme ça a déjà pu être dit à différentes reprises. On préfère très nettement des objectifs de sobriété foncière plutôt que de zéro artificialisation nette. D'ailleurs, j'ai l'impression que le débat se dirige doucement vers cette sobriété foncière. Et par contre, il faut arriver à des mesures et à des façons de mettre les choses en place qui permettent aussi de développer des projets et de répondre aux besoins de la logistique en France qui reste finalement responsable de l'approvisionnement de la cité comme on a pu le voir pendant la crise. Alors, la première proposition qu'on a faite, c'est de prendre en compte la spécificité des surfaces logistiques et industrielles dans la rédaction et la mise en œuvre de cet objectif. Comme je le disais tout à l'heure, on parle actuellement beaucoup d'habitat, de zones d'activité. Il faut absolument qu'on arrive aussi à avoir des mesures adaptées à la logistique et à l'industrie, surtout avec la volonté de réindustrialisation de la France qui a été indiquée par le gouvernement et qui nécessite forcément de la logistique. En deuxième lieu, il y a une volonté de faire évoluer la réglementation. Alors, ça a été aussi un des grands points qui a été abordé en début de semaine lors de la réunion sur la lettre de mission, pour permettre de limiter la consommation de foncier. Alors, il y a notamment l'urbanisme qui, dans de nombreux cas, nous empêche de construire en hauteur. Souvent, les PLU s'arrêtent à 15 mètres.
donc qui, pour avoir un même nombre de palettes, nécessite plus d'espace foncier et donc plus de consommation foncière. Et puis, notamment au niveau des installations classées, c'est une liste non exhaustive pour les distances par rapport aux limites de propriété qui nécessitent des terrains plus importants pour pouvoir mettre nos entrepôts. Je vais laisser Gilles prendre la suite avec, en premier point, la partie fiscalité et incitation fiscale. Oui, merci Estelle. Bonjour à tous. Donc pour ma part, je suis au sein du groupe STEF, donc maintenant pré-retraité, mais je continue à intervenir pour le groupe en matière de développement et également pour Afilog. Donc, alors, concernant la fiscalité, effectivement, on a quand même on a beaucoup réfléchi sur la réutilisation de friches industrielles, notamment pour nous, logisticiens. Bon, ces friches, pour nous, sont intéressantes puisqu'elles sont situées en général pas trop loin des centres-villes. Comme l'a dit Joachim tout à l'heure, nous, logisticiens, nous n'avons en général peu d'intérêt de nous éloigner des grands centres de consommation, hein, puisque nous intervenons beaucoup pour la distribution des produits, des services au sein des villes. Donc, on a tout intérêt à ne pas trop s'éloigner pour minimiser nos impacts en matière environnementale. Donc, on est tout à fait favorable à la réutilisation des friches, mais on a beaucoup de freins à cette réutilisation, dont le coût, parce que là aussi, je rebondis sur le coût global qu'évoquait Joachim tout à l'heure. Le coût global, oui, certes, il y a un coût global qui n'est pas pris en compte lorsqu'on construit en rase campagne. Le problème, c'est que les payeurs ne sont pas les mêmes. Donc, pour nous, utilisateurs d'entrepôts, il est clair que c'est beaucoup moins cher de construire à l'extérieur que de construire sur une ancienne friche. Donc, on a défendu jusqu'à maintenant, on a été peu entendu. Alors, a priori, on commence quand même, enfin, les gens qui nous questionnent au ministère commencent a priori à avoir cet élément en tête. La taxe d'aménagement que l'on paye lorsque l'on construit, quel que soit le lieu de construction, enfin les taux varient, mais cette taxe d'aménagement est applicable si on artificialise ou même si on n'artificialise pas aussi. Donc, ce que l'on demande, c'est une exonération totale, si possible, de cette taxe d'aménagement lorsque l'on démolit et qu'on reconstruit sur une ancienne friche. Donc ça peut être… On a prouvé que ça pouvait… Alors, indépendamment des problèmes de dépollution, hein, parce que la dépollution, surtout si elle est lourde, elle ne peut pas être compensée. Mais si on n'a pas de dépollution en dehors de l'amiante, par exemple, on peut compenser une partie, voire une grande partie des surcoûts par l'exonération de cette taxe. Ensuite, la quatrième proposition, c'était toujours dans le but de favoriser la réhabilitation des friches, c'est réduire les délais de procédure de dépollution, les travaux de dépollution. Enfin, c'est pas réduire ce n'est pas l'objectif de réduire le délai des travaux parce que lui, il est toujours contraint. Et, par contre, les procédures sont actuellement très longues avec les préfectures, les DREAL.
Donc, pour dépolluer un site, alors bon, évidemment, ça dépend de la nature des pollutions, mais même avec les procédures de tiers détenteurs, c'est 2, 3, 4 ans. Enfin, bon, et donc, cette dépollution n'est pas à l'échelle d'un projet. Quand on a un projet d'implantation quelque part, on ne peut pas se projeter, enfin nous, acteurs de la logistique, on ne peut pas se projeter à 4-5 ans. C'est pas possible. Donc il y a un problème de calendrier. Donc eh bien, il faudrait que notamment les administrations qui nous encadrent là-dessus, notamment l'ADREAL, soient elles-mêmes encadrées par des délais, parce qu'elles ne le sont pas. Donc, si elles ne répondent pas, eh bien, on peut rien faire. On demande le même style d'encadrement que l'on a maintenant pour les permis de construire, enfin, depuis déjà quelques années. Ben ça, il faut savoir que ça n'existe pas en matière de dépollution, de cessation d'activité. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Cinquième point, toujours pour les friches, on demande à ce que les friches ne soient pas considérées comme des espaces naturels parce que donc ça nous arrive très souvent maintenant. Une friche laissée à l'abandon pendant quelques années, eh bien la biodiversité se renaît. On a des espèces qui reviennent, des espèces protégées. Et là, on nous demande des études, notamment des études 4 saisons, faune-flore 4 saisons, alors que ce sont des friches, ce ne sont pas des espaces naturels. Donc là aussi, il faudrait que ce genre d'études ne soit pas applicable, sauf si effectivement le terrain, la friche, est à l'abandon depuis plusieurs années. Donc on demande à ce qu'un délai soit fixé, hein, je crois qu'on avait parlé de 6 ans, ce qui est dans les de mémoire dans les textes déjà quelque part, mais avant 6 ans, eh bien, qu'on ne nous impose pas ce type de procédure qui, au départ, nous contraint à rajouter 1 an sur le calendrier, quoi, hein, parce que 4 saisons, c'est 1 an, jusqu'à maintenant. Voilà pour le 5. La 6e proposition, ça a été évoqué déjà jusqu'à maintenant, c'est le fléchage sur les documents d'urbanisme des secteurs dédiés à la logistique. Alors, notamment pour la logistique dite urbaine, enfin, la logistique proche des centres-villes, puisque là, on est très souvent pas désiré, comme il faut avoir, c'est ce qui se passe. On nous rejette en périphérie, et c'est une grave erreur, comme on l'a déjà dit. Donc, on devrait avoir des espaces réservés dans les documents d'urbanisme pour desservir les grands centres urbains, comme Paris et les autres grandes villes françaises. 7e point, oui, on a eu des débats au cours des groupes de travail avec les EPF qui étaient présents. Alors, il faut savoir que les administrations, le ministère, parlent beaucoup des établissements publics fonciers. Bon, en ce qui nous concerne, je pense on peut difficilement envisager de travailler avec eux parce que pour deux raisons. Premièrement, donc leur intervention serait limitée aux friches, évidemment. Et deuxièmement, les EPF sont surtout spécialisés, enfin, interviennent surtout en matière d'habitat. Donc, bon, en matière d'activité économique, il y a, je ne sais même pas si les EPF ont des compétences propres en matière d'activité économique. Donc, la solution intervention EPF, pour nous, on ne voit pas très bien le bienfait de cette solution.
On ne les écarte pas, mais il faudrait que l'on puisse déterminer avec eux comment travailler avec eux pour développer des zones d'activité. Huitième et dernier point, la mutualisation des compensations. Oui, alors on parle dans ces objectifs de zéro artificialisation, on parle, lorsqu'on ne peut pas faire autrement, de compensation. Bon, là aussi, les définitions ne sont pas très claires et il existe plusieurs types de compensation. Compensation agricole, compensation à la biodiversité, les zones humides, tout ça, excusez-moi, mais c'est quand même très, très flou. On peut nous demander sur certains projets, on a des cas, plusieurs types de compensation. Donc, ce que l'on demande, c'est qu'il y ait une réflexion globale sur ce que l'on doit compenser, comment on doit compenser, et qu'on n'ait pas plusieurs types de compensation à effectuer. Voilà pour les propositions que l'on a pu transmettre. Alors, un certain nombre de propositions ont été reprises d'ailleurs par le MEDEF, hein, avec qui on a des contacts réguliers. Hein, donc, pas toutes les propositions, parce qu'on a quand même des propositions très spécifiques, mais le MEDEF en a repris un certain nombre. Donc, on a le sentiment quand même qu'on commence je ne sais pas, j'espère qu'on commence à être écouté. Mais bon, ce qu'il faut, c'est continuer nos travaux, continuer nos actions, parce que c'est en expliquant ce qu'est la logistique. Alors ça, on a failli le faire auprès de certains députés, et puis la réunion a été reportée au mois d'octobre. Donc, à l'initiative d'un député de l'Aude, qui voulait, avec qui on a eu des contacts, donc il voulait convier certains de ses collègues à l'Assemblée pour que l'on puisse expliquer ce qu'est la logistique. Parce que comme ça a déjà été dit, en ce moment, on assimile entrepôt logistique à entrepôt Amazon, pour ne pas les citer. Alors que la logistique est multiple, ce n'est pas que le e-commerce, que les entrepôts e-commerce, hein, bien qu'ils soient très, très peu nombreux. Mais la logistique est nécessaire pour distribuer tout type de produits, des services. Sans la logistique, les industriels ne peuvent pas produire et expédier leurs produits. Enfin bon, c'est tout ça qu'il faut expliquer en permanence, réexpliquer. Et on a bien vu d'ailleurs pendant la crise sanitaire que la logistique, heureusement qu'elle était là, notamment pour approvisionner les magasins. Voilà, alors, je ne vous cache pas qu'il reste encore beaucoup de points difficiles à traiter. Premièrement, on a un calendrier très, très chargé, parce que les réunions… Alors, un mot aussi sur la concertation. La concertation, je crois que ce gouvernement a une définition assez particulière de la concertation. Bon, on le voit, on l'entend hein, tous les jours, ou presque. En fait, de concertation, on a l'impression, parfois, voire souvent, de servir d'alibi. C'est-à-dire qu'on a convoqué, pas invité, mais convoqué des organismes, des représentants pour concerter. En fait, c'est plus de l'information descendante que de la concertation. Donc ça, on l'a vécu avec la feuille de route qui a été sortie par le ministère après le remaniement, où on a découvert voilà, les points qui ressortaient de nos groupes de travail.
Alors, on n'a pas tout retrouvé, hein, pour tout vous dire. Donc, c'est compliqué, mais ben, il faut s'adapter. Donc, on a eu récemment effectivement une réunion auprès du directeur de cabinet. On a eu également une réunion un samedi, le samedi, c'était quoi, le 19 septembre, avec Barbara Pompili et Emmanuel Vargon, pour nous parler des propositions de la Convention citoyenne. Voilà, donc ça tombe comme ça du jour au lendemain. Il faut réagir, mais on y va avec nos propositions, nos réflexions. On a vu aussi au cours de notamment des groupes de travail qui se sont arrêtés avec la crise sanitaire, que le secteur privé était très peu représenté. Lorsqu'on était, je ne sais pas, une vingtaine, voire 30 en groupe de travail, il y avait quoi, 2, 3 acteurs du privé, c'est tout. Après, bon, il y avait les associations, les collectivités territoriales, les directeurs des administrations centrales, le ministère. Voilà. Donc, le secteur privé très peu représenté. Donc, ben, c'est pour ça qu'il faut essayer de se faire entendre. Souvent, les débats, enfin, très souvent, les débats ont tourné autour de l'habitat et l'étalement urbain. Et on sait bien que l'étalement urbain, c'est l'habitat. Hein. Donc, lorsque Joachim parlait tout à l'heure d'éviter l'étalement urbain, bon, je pense qu'on peut être tous d'accord lorsqu'on raisonne sur ces objectifs de sobriété foncière. Par contre, en tant que citoyen, ça c'est une autre histoire. Parce que quel est le degré d'acceptabilité, hein, des citoyens pour renoncer à eh bien, la maison avec le petit jardin, quoi. Hein. D'ailleurs, avec cette crise sanitaire, on parle de retour à la campagne. Donc, chacun veut retrouver des espaces extérieurs. Donc là, bon, il y a quand même un gros problème d'acceptabilité, je l'appelle comme ça. Donc, sur voilà, bon, alors la problématique de l'habitat est déterminante, hein, à étudier. Par contre, pour les activités économiques, en fait, on est un peu un dégât. Enfin, je parle des activités économiques dans leur ensemble, hein, pas seulement la logistique, mais on a l'impression d'être le dégât collatéral de toutes ces réflexions, quoi. Alors que notamment la logistique occupe effectivement moins de 1% des zones artificialisées en France. Ensuite, alors, oui, bon, ça a été déjà dit, hein, je ne reviendrai pas dessus, mais beaucoup de questions sur la fonctionnalité, les caractéristiques des sols, les exemples, comment on renature. Bon, tout ça, ben, les définitions ne sont pas claires. Chacun a sa petite interprétation. Qu'est-ce qu'une renaturation? Est-ce qu'effectivement, démolir une voirie, remettre en espace vert? Est-ce qu'il faut que la biodiversité recolonise les espaces? Enfin, bon, tout ça, c'est loin d'être clair, en tout cas pour nous. Bon, alors sur les métriques aussi, parce qu'avant de définir les objectifs de sobriété foncière, il faudrait savoir de quoi l'on parle. Bon, là aussi, on se rend compte que, comme il n'y a pas de définition précise encore de l'artificialisation, sauf ce qui est sorti de la feuille de route, mais c'est quand même pas très clair non plus. On peut tout faire dire aux chiffres. Alors, on a fait au sein de Afilog, pendant un mois, on a travaillé, on
on a lu, on s'est fixé déjà pour nous, on a obtenu des chiffres, et je veux dire, ce ne sont pas les nôtres, c'est des chiffres issus d'études antérieures du ministère d'ailleurs. La logistique occupe actuellement 230 millions de mètres carrés en France. Donc on parle en kilomètres carrés, donc c'est plus simple, 230 kilomètres carrés. Ce qui veut dire qu'elle occupe 0,04% de la superficie du territoire national. Alors plus précisément, en ce qui concerne les sols artificialisés, alors si on prend sol artificialisé sur une parcelle construite, par exemple, on prend la totalité de la parcelle. Alors qu'il y a des espaces verts, des espaces en pleine terre dans la parcelle dite construite. Donc, cette superficie artificialisée par la logistique en France, c'est 0,78% exactement. Et ça, c'est selon notamment une enquête Lucas d'Eurostat en 2015, hein, qui a été la base des discussions au groupe de travail. Et en ce qui concerne la surface bâtie, donc on a dit tout à l'heure 230 km² de parcelles occupées par la logistique. Et en ce qui concerne la surface bâtie, sur ces 230 km², les études estiment à 76 km² la surface bâtie, c'est-à-dire qu'on a un coefficient d'occupation de 33% seulement avec les bâtiments, hein, puisqu'il y en a beaucoup de voiries, donc qui sont artificialisées, mais aussi d'espaces verts, de bassins d'infiltration, etc. Donc là aussi, surface bâtie, c'est 0,93% de la surface bâtie en France. Voilà. Donc maintenant, de notre côté, on est clair sur les chiffres, hein, qui sont étayés. Donc quand on nous dit que voilà, la logistique, c'est important dans l'artificialisation, finalement, on peut répondre que non, pas si important que ça. Par contre, comme on l'a dit, on est prêt à travailler sur la sobriété foncière. Donc voilà pour les chiffres. Bon, les définitions, je n'y reviens pas, ça a été déjà évoqué. Bon, la première chose serait de définir précisément ce qu'est l'artificialisation. Donc, bon, ça, c'est quand même le point, à mon avis, majeur si on veut débattre sur le sujet. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les propositions que l'on a faites, sur les difficultés que l'on rencontre. Donc, ce que l'on peut dire pour les actions ultérieures, c'est que voilà, la tâche est importante et on continue à œuvrer, à répondre, à argumenter sur le sujet. Merci Gilles. Alors, avant de prendre les questions qui arrivent, quelques réactions, puisque au sein de ORE, mais également en ma qualité d'avocate chez DS, ce sont des sujets que j'étais amenée à suivre de près. Vos propos, Gilles, Estelle, Joachim, mettent bien en exergue le sujet des injonctions contradictoires. Des injonctions contradictoires tant dans la volonté humaine, tu le disais Gilles, lutter contre l'étalement urbain, donc densifier, mais personne n'a envie d'être non plus trop en hauteur, hein, chacun veut son petit jardin. Nous dire que les friches ne doivent pas être des espaces naturels, on comprend pourquoi, au regard de la biodiversité qui peut s'installer. Pour autant, les friches doivent être reconverties et c'est là où le ministère de l'écologie et le ministère du logement ont bien vu qu'il y avait peut-être un intérêt convergent. L'intérêt convergent côté écologie, c'est de préserver la biodiversité. L'intérêt du logement, c'est de réhabiliter les friches. Et du coup, leur point de convergence,
a été autour des friches, à revitaliser, à renaturer, pour en refaire quelque chose qui permette de lutter contre l'étalement urbain. Pas évident, c'est pas évident du tout, parce que tous les sujets de dérogation espèces protégées aujourd'hui sont regardés avec énormément de rigueur, d'attention. Ce n'était pas le cas avant, donc tous les acteurs de l'immobilier, aménageurs, constructeurs et la logistique est bien évidemment concernée, savent qu'aujourd'hui, s'il y a une espèce protégée sur un foncier, effectivement, il faudra faire l'étude faune-flore 4 saisons. Et derrière, s'il y a une espèce protégée, il faudra obtenir une autorisation de destruction qui est soumise à un dossier de demande de dérogation dite espèce protégée et justifié de ce qu'on appelle une raison impérative d'intérêt public majeur. Et l'économie ne rentre pas toujours dans cette démarche de raison impérative d'intérêt public majeur. Donc, faites attention dans vos dossiers. Il faut vraiment consolider, mais avec beaucoup d'attention, de pertinence, le sujet de la raison impérative d'intérêt public majeur, parce que ce n'est pas parce que vous obtiendrez l'autorisation environnementale de la part du préfet que derrière, des associations ne pourront pas considérer, dans le cadre de contentieux, qu'il y a une appréciation pas tout à fait correcte de la situation par la préfecture et demander l'annulation d'autorisation environnementale et le cas échéant, la remise en état. Donc, c'est vraiment un sujet très important. Tu as évoqué, Gilles, la mutualisation des compensations, sujet également prégnant, puisqu'il y a la compensation biodiversité, compensation agricole, compensation zone humide, et maintenant est même prévu et dans les tuyaux une compensation artificialisation. Donc, ça ferait 4 compensations. Donc, il y a vraiment un sujet de mutualisation. Et puis, est également évoqué la représentativité des acteurs privés dans les instances décisionnaires. Il est vrai que les instances décisionnaires, les instances de réflexion sont majoritairement incarnées par des acteurs publics et le monde associatif. Il y a encore peu et pas assez de représentants du monde économique dans ces instances. Je l'avais dit au Conseil national de la biodiversité, parce que sinon, chacun va rester dans sa logique, alors qu'il faut faire converger des points de vue, chaque point de vue étant tout à fait pertinent et devant entendre la problématique de l'autre. Donc ça, c'est vraiment un point très prégnant. Alors, dans les questions, je prends ma petite liste de questions. Jean-François Le Signe, du Club infrastructure linéaire et biodiversité, nous indiquait donc que le club, le CILB, a mis au point un projet d'échelle d'artificialisation sur 7 niveaux. Et donc, Jean-François propose de partager ces travaux à tous ceux qui le souhaiteraient. Ce que nous ferons après la réunion, peut-être, c'est mettre le lien vers le site du CILB. Jean-François, je vous inviterai à nous le communiquer, ainsi que toute autre information que vous souhaitez voir partager. Les EPF. Alors, je vais laisser intervenir chacun sur les EPF. Des échanges importants autour des EPF. Pierre Pajot qui nous dit que les EPF interviennent fortement sur l'activité économique. En précisant une question que les EPF apportent du foncier à des acteurs publics, lesquels acteurs publics contractualisent ensuite librement avec promoteurs, aménageurs, bailleurs, et avec une implication, un engagement public pour reconvertir des friches. Alors peut-être je vais vous faire réagir sur la reconversion des friches, Joachim, sachant qu'il y a, j'ai oublié de le dire, il y a un fonds friche qui a été lancé avec 200 millions d'euros, je crois, sur la période 2021-2022, pour justement redynamiser les friches et puis essayer d'en faire quelque chose. Donc, question sur les EPF, question sur les friches. Sur les EPF. Vas-y, Joachim. Non, pas grand-chose. Sur les EPF, je ne suis pas du tout la bonne personne pour répondre. Je ne connais pas bien comment ça se pratique. Je trouve que les réponses qui ont été apportées là dans le chat étaient bonnes, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont là pour préparer les conditions d'un aménagement et c'est un portage effectivement EPF et puis après EPA et qui après peut-être
évidemment relarguer ou travailler avec des aménageurs privés. Je pourrais pas dire plus. Après, je suis pas dans la mécanique de l'aménagement, mais je pense que quand même il y a une forte porosité ou une plus grande porosité à travailler entre EPF, EPA, aménageurs privés, même si par exemple un EPA et un aménageur privé n'ont pas les mêmes délais, calendriers d'intervention, objectifs également. Mais je pense qu'on peut mieux travailler encore ensemble, même s'il y a déjà… C'est des choses qui ont été évoquées lors de la journée RNA de la semaine dernière, puisque la RNA rassemble des aménageurs publics et des aménageurs privés, ce qui est quand même assez notable. C'est pas un monde qui s'oppose, mais qui se complète et qui parfois se parle pas aussi assez, même si couramment ils se connaissent. Et sur les friches, malheureusement, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, oui, je pense que c'est sans doute l'un des endroits, l'une des solutions les plus importantes. C'est dans les friches avec les friches, qu'il y a beaucoup de solutions à nos problèmes. Le sujet, c'est que c'est le modèle économique qu'il faut trouver, qui paye effectivement. Et on néglige beaucoup les coûts, mais on se fait aussi peur parce qu'on connaît mal le sujet de la dépollution, de la revitalisation des sols, de la création de technosols, la renaturation autour de tout ça. Et puis, on peut avoir un pendant renaturation et un pendant aménagement dans un périmètre de friche, on le sait. On néglige parce qu'on maîtrise mal, il n'y a pas assez de compétences, il n'y a pas assez de reconnaissance du métier autour de la reconversion des friches. On entendait des acteurs comme Sol Paysage ou Valoris qui sont venus à RNA. C'est des gens qui ont un savoir-faire historique sur voilà, ce lien entre dépollution et renaturation et aménagement. J'ai en tête une énorme, très belle opération à Strasbourg, le long des berges du Rhin, qui est extrêmement intéressant. Ils n'ont pas sorti une terre anciennement donc industrielle de cette friche, ni ramené de nouvelles terres. Ils ont travaillé en vase clos, en économie circulaire totale du foncier. Alors, c'est sûr, sur un pas de temps qui n'est pas toujours celui de l'aménageur privé, évidemment, mais ça, c'est très intéressant. Donc, c'est là où il y a une grande solution. C'est juste un territoire un peu nouveau qui fait un peu peur, donc c'est à conquérir. Mais aussi, ne nous faisons pas trop peur. C'est-à-dire, oui, il y a des frais, oui, au mètre carré, la renaturation pris comme ça, et c'était noté dans le rapport de France Stratégie, ça semble assez ahurissant. Je pense qu'on se fait peur. Je pense qu'il y a beaucoup d'économies d'échelle à réaliser. Il y a une filière qui se structure, qui va non pas tomber les prix, mais intelligemment travailler pour que les prix soient raisonnables. Je ne souhaite pas que les prix tombent bêtement, c'est pas une guerre des prix qu'il faut, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se faire trop peur sur tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus et je ne pourrais pas toutes les expliquer, bien sûr, y compris techniquement, je ne suis pas forcément toujours compétent sur tout. Voilà. Mais le fonds friche, je suis moi-même très demandeur parce qu'à ce stade, on n'a pas tant que ça d'informations, mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir. D'ailleurs, je retrouve mes notes, c'est dans le cadre du plan relance. Ce n'est pas 200 millions, c'est 300 millions 2021-2022 pour le recyclage des friches et la revitalisation. Et avec le CEREMA qui va lancer un site, il est déjà en ligne, mais il est en version bêta, un site intitulé Carte aux friches pour permettre aux acteurs d'identifier du foncier sur lequel ils ne devraient pas avoir trop de difficultés à s'installer, sauf si des espèces protégées sont venues avant. Je reviendrai sur la pollution après. Estelle, Gilles, est-ce que vous avez des commentaires sur les friches et les EPF? Alors, éventuellement, peut-être des petites informations sur les EPF et leur fonctionnement. Donc, pour un EPF… Un peu haché, Estelle, le son. Le son est un petit peu haché. Je vais couper la vidéo si ça améliore. J'espère que ça va aller mieux. Oui, un peu, je crois. Sur les EPF, alors effectivement, un EPF intervient dans le cadre d'un partenariat avec une collectivité actuellement. Donc, il faut qu'ils aient été sollicités. Les EPF sont pour moi un acteur indispensable sur bien des opérations. Ce qu'on cherche à dire, c'est que ça n'est pas la seule solution. C'est-à-dire qu'un EPF peut effectivement intervenir sur des opérations foncières
mettre des terrains en état, etc. Par contre, il y a une question du coût, c'est-à-dire que généralement, le propriétaire de la friche veut la vendre à un certain prix qui est repris par l'EPF et que donc ça a un impact éventuellement sur le modèle économique de la reprise de la friche derrière. Il y a une question de délai. Le délai d'intervention des EPF peut parfois être très long. Néanmoins, ça permet d'avoir effectivement certains avantages financiers. Mais il y a également des dispositifs qui ne nous semblent pas assez mis en évidence et qui sont d'ailleurs de l'actualité de cette semaine, qui sont des dispositifs du type tiers demandeur. On aimerait pouvoir avoir des avantages aussi à passer directement en tant qu'acteur privé pour le recyclage de la friche avec des dispositifs de tiers demandeurs et pourquoi pas bénéficier aussi d'incitations fiscales ou d'aides financières ou d'allégements au même titre que lors d'une intervention EPF. Donc c'est une complémentarité qu'on cherche effectivement en fonction de l'opération. Il nous semble que les EPF ont été très mise en avant et on en est content pour certaines opérations, mais on aimerait qu'on n'oublie pas non plus les possibilités de partenariat privé, les dispositifs de tiers demandeurs, etc. J'ai un complément. Oui, le complément simplement au niveau des délais, j'insiste sur les délais. Il faut trouver des solutions pour que les acteurs économiques que nous sommes puissent intervenir, puissent réaliser leurs projets dans des délais raisonnables. Et c'est là où il faut traiter les sujets. Donc faire la dépollution en amont, oui, c'est une possibilité. Après se pose la question du portage, hein. Qui porte pendant ce temps, qui porte le foncier? Alors ça peut être les EPF, effectivement, mais tout ça, c'est une problématique. Enfin, pour nous, acteurs économiques, c'est une problématique la problématique temporelle, quoi. Il faut que l'on puisse avoir des délais raisonnables. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, en complément, sur la pollution, parce que j'ai été amenée à suivre des dossiers tiers demandeurs, ce qui est intéressant à voir, c'est que cette mécanique du tiers demandeur, donc, qui permet à un tiers de se substituer au dernier exploitant dans les obligations de cessation d'activité et de réhabilitation, et la traduction juridique de pratiques qui avait été lancée par un EPF. L'EPF Nord-Pas-de-Calais, je crois, de mémoire. C'était avec Marc Kaczynski. Donc, il y avait cette conscience de la part de l'EPF qu'il fallait un petit peu concentrer le temps, ne pas laisser le droit des installations classées faire son œuvre avec le dernier exploitant qui fait sa cessation d'activité pour un usage industriel, puis derrière le promoteur aménageur qui fait une dépollution complémentaire pour son usage à lui. Et l'EPF, avec cette conscience économique, a dit ben, moi je vais tout faire. À l'époque, c'était pas encore, je dirais, dans le marbre de la loi. Maintenant, c'est dans le marbre de la loi. Donc, un promoteur, un aménageur, avec l'accord du dernier exploitant, peut déposer un dossier en préfecture et dire voilà, nous sommes d'accord pour que les opérations de… Alors, j'aime pas le terme dépollution, parce qu'on ne dépollue pas. Les opérations de réhabilitation soient réalisées par moi, aménageur, promoteur, en lieu et place du dernier exploitant. Ce qui fait qu'on réhabilite directement pour l'usage futur. Ça, c'est un point qui est vraiment important et les mécanismes de tiers demandeurs se développent bien, les préfectures savent faire, donc maintenant les dossiers sont plutôt instruits avec diligence et on n'en est plus du tout au tâtonnement. Sur la dépollution, alors pourquoi je préfère parler de réhabilitation? Parce qu'on ne dépollue pas un site, jamais. On le réhabilite par rapport à un usage futur, à un usage présent. Ce qui veut dire qu'on pourra éventuellement, quand je dis on, c'est celui qui a la gestion de la pollution, laisser en place de la pollution. Alors ça peut choquer, ça peut surprendre, mais le but ce n'est pas de déplacer de la pollution. Donc toute la logique, ça c'est important pour les friches. Toute la logique consiste à se dire où sont les sources de pollution
quel est l'usage que je dédie à ce site et est-ce qu'il y a une voie de transfert. Donc, pour la logistique, dès lors qu'il n'y a pas d'excavation, dès lors qu'il n'y a pas de niveau de sous-sol, couper la voie de transfert entre la pollution et l'usage futur peut parfois suffire à adresser le sujet pollution et à gérer la pollution. Absolument. À supposer qu'il n'y ait pas de poche de pollution concentrée. Là, il faut l'enlever, c'est dans la loi. À supposer aussi que derrière, il y ait des servitudes d'utilité publique qui disent bien attention, voilà ce qui a été fait ici. Si demain autre chose est envisagée, alors il faudra refaire des plans de gestion. Donc, je le signale parce qu'il ne faut pas, je crois que c'est Estelle qui le disait, avoir peur des friches. Les friches sont certes polluées, mais ne sont pas des zones de non-développement. En revanche, il faut s'entourer de sachants techniques, juridiques, opérationnels, pour qu'en équipe technico-juridico-opérationnelle, on voit comment optimiser au mieux cet état historique de pollution et comment en faire quelque chose de positif. Je vois dans l'une des questions, alors j'ai vu un projet où il fallait dénaturer et renaturer un sol industriel comme avant son industrialisation pour pouvoir refaire un projet. Ça paraît excessif. Maintenant, il faudrait voir le dossier. Parce que sans connaître le dossier, effectivement, ça paraît excessif. Quel était l'usage futur que devait faire l'industrie au moment de sa cessation d'activité, parce qu'il y a toute la loi Bachelot qui avait imposé une mécanique assez précise. Quels étaient les documents d'urbanisme en vigueur au moment où il a cessé l'activité. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas. Hein, c'est vraiment du cas par cas. Donc, tel que le chat l'indique, oui, ça paraît excessif. Maintenant, il faudrait voir le dossier pour se poser la question si ça ne correspondait pas à une réalité juridique et technique. Le format de zone d'aménagement différé ne pourrait-il pas répondre à la question du portage? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Non? Ou quelqu'un dans le chat d'ailleurs? Il y en a qui veulent réagir parce que là… Je pensais que la zone d'aménagement différé, c'était l'État seulement, mais je ne suis pas très compétent. Gilles ou d'autres dans les chatteurs? Bon, je n'ai pas de… Donc, c'est une bonne question. C'est une bonne question, effectivement. Voilà. Par contre, dans les discussions que nous avons eues avec le ministère, on a insisté sur les zonages AU. Ça revient un peu À urbaniser. problématique, à urbaniser. C'est un point important pour l'artificialisation. Est-ce que l'on considère que les zones AU sont naturelles ou sont déjà artificialisées? Voilà, donc nous, on milite évidemment pour que les zones AU ne reviennent pas, et c'est d'ailleurs l'une des propositions de la feuille de route du ministère. Ils ont prévu un retour des zones AU en zone A ou naturelle. Joachim, tu as un point là-dessus? Sur les zones AU, non. Non. Rien à dire, c'est loin d'être facile. Oui, oui, c'est loin d'être évident. On a la même problématique sur est-ce qu'une zone AU peut être considérée comme une zone agricole et au cas échéant entraîner une compensation agricole. Il y a de l'argumentaire dans les deux sens, Gilles, en fait, en droit. Donc, selon ce que l'on va défendre comme position, on aura autant d'arguments pour que contre. C'est la difficulté. Merci. Alors, merci pour l'outil de aménagementcerema.fr. Donc, sur le chat, vous pouvez avoir des informations complémentaires sur la zone d'aménagement différé. Et Pierre nous dit que la ZAD permet de geler les prix des terrains et de flécher les ventes vers le titulaire de la ZAD, pas de porter le foncier. Alors, voilà un début d'échange sur ce sujet, mais qui pourra être creusé dans le cadre d'autres manifestations. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions de la part du public virtuel, mais quand même présent? Non. Écoutez, Joachim, des réactions par rapport à ce qui a été évoqué sur la logistique? Ou pas, hein. Alors, sur les friches, pardon, je te laisse réfléchir. Il y avait aussi autre chose que je voulais évoquer, deux autres points.
il y a des projets de ferme en ville sur les friches et qui ne vont pas, bien évidemment, créer des jardins dans la terre polluée, mais du jardin hors sol. Et c'est Ferme d'Avenir, je crois, qui a développé plusieurs expériences de ferme en ville qui présentent l'intérêt de ne pas laisser des friches totalement à l'abandon, de créer du lien social, de créer des circuits courts locaux. C'est une piste à creuser qui peut se combiner avec la logistique. Hein. Je crois que de plus en plus, il faut être dans une démarche d'économie circulaire, comme disait Joachim, d'écosystème intelligent. Et puis, autre point sur les friches, ce sont les terres excavées. Il faut que les terres excavées qui sont inertes, même si elles sortent de la friche, ne prennent pas le statut de déchet, sinon ce n'est pas vertueux. Joachim. Moi, j'avais juste une réaction, parce que en fait, j'ai lancé le terme au début et je me suis rendu compte que tout le monde le reprenait, mais qu'en fait, ça doit être un wording général qui se reprend et peut-être un peu lobbyiste sur les bords, pas dans le sens négatif, hein, mais voilà, lobby, quoi. C'est le sobriété foncière. Moi, je l'ai juste dit parce qu'en interne, le mot artificialisation, il est parfois vu comme un gros mot, mais moi, je suis au développement durable et je le vois pas du tout comme un gros mot. Hein. Je suis géographe de formation. C'est un phénomène, quoi. Après, il faut dire de quoi il s'agit en termes de définition précise, mais je ne trouve pas que l'artificialisation soit un gros mot pour nos activités. J'ai parlé de notre appréhension du sujet, le fait d'accepter notre contribution, voilà, comme la logistique, même très modestement. Les chiffres qui ont été évoqués sont assez éloquents. Oui, les surfaces logistiques sont pas à ce point énormes en termes de volume. Mais je ne suis pas en train de faire un glissement de sens pour dire allons, enfin, le terme devient sobriété foncière et moi je ne porte pas un discours, un wording, encore moins de lobby là-dessus. C'est pas ma volonté. Je trouve juste que sobriété foncière, ça a l'air de faire plus écho pour les opérationnels parce qu'ils y voient un argument plus positif peut-être. Mais voilà, moi je suis pas plus que ça attaché ni à sobriété ni à artificialisation. Mais je vois bien le côté wording qui va s'imposer, éléments de langage. Je vois très bien. Mais c'était pas mon propos, en tout cas quand j'ai évoqué le terme sobriété foncière. Oui, oui. Alors, certains parlent aussi de frugalité foncière. Oui, c'est un mot à la mode, la frugalité. Un mot à la mode, la frugalité. Ceci étant, au-delà de l'aspect lobby, je pense que pour des opérationnels, la sobriété foncière parle immédiatement. Et on ne rentre pas dans un débat, mais quelle est la définition de l'artificialisation, où chacun va y mettre son approche. Sobriété foncière, on ne touche pas au foncier, on essaye de faire sur le moins de foncier possible. Je pense que ça se rejoint et c'est même peut-être plus pertinent pour l'opérationnel. Ça lui parle peut-être plus rapidement. Gilles, je ne sais pas ce que tu en penses sur cette sémantique. Pardon, Joachim. Je dis sauf que ça édulcore tout l'aspect vivant, fonctionnalité des sols, alors qu'artificialisation des sols, c'est beaucoup plus prégnant terrain, j'ai envie de dire. Dans sobriété foncière, on retient que le sujet foncier. Mais bon, dans le foncier, il y a le sol, donc c'est intuitif, quoi. Mais on l'oublie un peu, c'était tout. Je me tais là-dessus. Ouais. Gilles, une réaction? Non, moi je pense que le terme, l'expression sobriété foncière nous va très bien. On a tout intérêt à être sobre en consommation de foncier pour un problème tout d'abord basique économique. Hein, on sait que les terrains constructibles sont de plus en plus chers. Donc, je veux dire, ça va aussi dans le sens de l'économie. Hein. Donc, je pense que effectivement, c'est beaucoup plus comment dire, lisible que de parler d'artificialisation. Ça, c'est clair. Estelle, une réaction? Oui, sur ce sujet-là, moi, mais à titre personnel, hein, j'oppose davantage zéro artificialisation nette à sobriété foncière qu'artificialisation à sobriété foncière. Ce qui me dérange, c'est le zéro artificialisation nette, parce qu'il me semble que c'est, à titre personnel, ça ne me semble pas être un objectif réellement atteignable. Que la sobriété foncière me semble atteignable. L'idée n'étant pas de geler complètement l'ensemble des projets
quels qu'ils soient en France. D'accord. Alors, sur ce sujet de l'artificialisation, nous avons alors l'AFNOR, alors je ne sais pas qui en personne physique qui nous a quittés, mais avant de partir nous a indiqué, déjà merci, donc merci à vous les intervenants, la normalisation autour d'un consensus de définition peut être envisagée. Je pense que tout le monde l'appelle de ses voeux, si ce n'est de la normalisation, au moins une définition partagée par tous les acteurs, qu'ils soient écologues ou qu'ils soient aménageurs, constructeurs. Sinon, on va continuer chacun à être dans sa zone de prérequis qui peut entraîner des positions parfois un peu trop radicales sans écoute, ce qu'il ne faut surtout pas. Je ne vois pas d'autres questions. Je vérifie. Non, je ne vois pas d'autres questions. Ah si, il y avait une question que j'ai oubliée. Pardon, Jean-François Le Signe. Combien, alors je ne sais pas si on aura la réponse, mon Dieu. Combien de kilomètres carrés de pistes, routes et parkings? En France, je suppose la question visait la France. C'était, à mon avis, c'était une question un peu clin d'œil pour dire que la puissance publique, elle bétonne pas mal avec les pistes, les routes et les parkings peut-être, mais pas que. Question autant que le bâti. Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un l'a. Il est dans le rapport de France Stratégie. Et tu t'en souviens, Gilles? C'est important. C'est important. Je crois que dans les surfaces artificialisées, enfin présentées dans ce rapport, ce que j'ai retenu, c'est 40%, c'était l'habitat. Oui. Et il y avait de mémoire autour de 20 et quelques 26% pour les infrastructures. Et nous, activité économique, c'était de mémoire, encore une fois, 4%. D'accord. Donc, on est quand même sur 26%, tu as dit, Gilles, oui, d'infrastructures. Oui. C'est beaucoup plus que l'artificialisation activité économique. Ouais. Oui, parce que effectivement, alors je ne sais pas si dans le rapport France Stratégie, il faisait un distinguo entre l'artificialisation activité économique versus logement. Oui. Donc c'est le plus gros de l'artificialisation, c'est le logement, je suppose. Oui, absolument. Ouais, d'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres réactions ou propos final que vous souhaiteriez porter l'un ou l'autre, l'une et l'autre? Moi, j'avais juste un tout petit message. Tout à l'heure, on a parlé du temps qui est très compliqué pour les entreprises ou les acteurs économiques quand ils doivent développer un projet. Évidemment, le sujet des injonctions contradictoires, etc. Mais moi, je me mets parfois à la place des services instructeurs et de l'administration. Je ne crois pas que la loi environnementale ou le travail des services instructeurs, souvent remarquable, parfois un peu trop pointilleux peut-être, mais souvent remarquable, soit de gréver ou de poser problème au développement économique. Je ne crois pas. Si les projets mettent beaucoup de temps, dans bien des cas, c'est parce que les études portées ne sont pas toujours de qualité satisfaisante. Et le rôle du service instructeur, c'est uniquement de dire vous avez négligé tel regard, tel sujet, vous n'avez pas assez investigué. Et donc, moi, j'ose croire qu'un bon projet, enfin un bon projet, pas parce qu'il est bon, mais un projet bien étudié, bien amené, bien séquencé, ERC, etc., peut avoir plus de succès dans le terme de la gestion du timing, du temps. Alors, ça réduira pas les délais incompressibles de procédure, mais ça peut réduire tous les autres délais qui sont en fait les délais cachés, qui sont les plus longs, de tractation, d'instruction en amont, etc., de perte de temps. Et donc, nous, comme tous les acteurs économiques, on se doit d'augmenter la qualité de nos études. Et je ne dirais jamais qu'on fait des bonnes études. Oui, parfois dans certains projets où on met de l'argent et du temps, puis d'autres on néglige parce que pas assez de compétences, pas assez, etc. Et ça, c'est dommage et ça nous porte préjudice. Donc derrière, on est moins audible à dire « Ah, il faut comprimer le temps, c'est incompatible avec le temps économique ». Oui, mais on donne parfois le bâton pour se faire battre. Alors, c'est pas le cas pour toujours. Il y a parfois des très bons projets bien
étudié, bien amené, qui aussi souffre d'une contestation, d'un regard un peu trop, etc. C'est vrai. Mais c'était une petite note que je voulais apporter. Merci Joachim. Et tu annonces mon propos final, qui était effectivement, mais ce qui veut dire qu'on est tout à fait en phase. Tous ces projets autour du sol, du foncier, on l'a bien vu, soulèvent différentes difficultés, que ce soit des difficultés liées à la pollution, que ce soit des difficultés liées à la biodiversité, que ce soit des difficultés liées à des zones humides, à l'artificialisation. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier et avant-hier, il ne faut surtout pas être dans une logique de déni. Parce que le déni fait que demain, après-demain, c'est tout le projet qui pourrait être remis en cause devant les juridictions, encore une fois, annulé. Donc, l'amont est plus que jamais essentiel, avec des dossiers technico-juridico-opérationnels vraiment bien croisés. Et s'il y a des sujets qui ne sont pas, alors c'est l'avocate qui parle, sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise, il faut au contraire les prendre à bras-le-corps et ne pas dire « ce n'est pas grave, le préfet veut que mon entrepôt se fasse, donc j'aurai mon autorisation ». Peut-être que le préfet veut, pour des raisons économiques, des raisons d'emploi, que l'entrepôt trouve à s'implanter sur son territoire, mais le poste édification du préfet, de l'entrepôt est entre les mains d'opposants potentiels qui peuvent attaquer l'autorisation du préfet et qui peuvent obtenir gain de cause. Donc, des études d'impact, et aujourd'hui, des recours pour insuffisance d'études d'impact prospèrent beaucoup plus qu'auparavant. Donc, vraiment, l'amont est essentiel, avec un dossier sérieux en technico-juridico-opérationnel sur les différents items que vous avez soulevés. Nos prochaines réunions, alors j'ai une dernière question, mais je n'ai pas la réponse. Des exemples de lauréats en logistique sur des projets de reconversion de friches polluées encouragés par l'ADEME. La logistique sur des friches polluées. Gilles, Estelle? Non, je ne connais pas d'exemple. Sur des sites pollués, oui, il y en a, mais sur des friches qui auraient été… Enfin, on a des exemples de plus en plus de développement de nouveaux centres logistiques, entrepôts, sur des friches, oui. Mais encouragés par l'ADEME? Non. Non, voilà, c'est financé par l'ADEME. À ma connaissance. Question, voilà. Mais ça se tente. Alors, attention, hein, l'ADEME, en principe, finance les études, pas les travaux. Oui, hein. oui. Donc, il n'y aura pas de dépollution financée par l'ADEME. Je n'ai pas le détail. Mais… Ouais. Mais écoutez, un grand merci à nos intervenants pour ces regards croisés qui sont toujours très riches en technique, en juridique, en opérationnel. J'ai bien conscience que, et je pense que vous l'avez bien identifié, c'est pour ça que vous êtes là à cette conférence, il y a encore des points d'interrogation. Des points d'interrogation, mais Afilog, Auré et puis tous les acteurs concernés font le nécessaire pour être présents afin que ces points d'interrogation trouvent des réponses qui soient pragmatiques et qui n'aillent pas dans un sens unique. Les prochaines dates de nos rencontres Afilog Auré, le 6 novembre, alors pareil, hein, en visio. J'ai quelqu'un qui est venu au cabinet aujourd'hui pour la rencontre Afilog Auré. Donc, je redis, dites-le bien, c'est en visio, parce que voilà, on va rester dans cette logique, de 10 à 12 heures. Le thème sera rénovation énergétique, décret tertiaire et Beauvert. Ensuite, le 17 décembre, de 10 à 12, le thème économie circulaire, quel impact pour la logistique? Ce sera un thème, celui d'avant aussi passionnant, celui-ci sur l'économie circulaire où il y aura beaucoup à dire et ce sera également passionnant. Donc, merci encore à vous trois pour vos propos, pour le temps que vous nous avez consacré. Merci à tous les participants pour votre présence, vos questions. Et puis, on vous donne rendez-vous donc le 6 novembre, 10-12 sur la même chaîne. Très bonne journée, prenez soin de vous. Merci. Merci, Au revoir. À bientôt. À bientôt.